Bonjour à tous et merci d'être restés avec nous en tout cas pour cette dernière intervention. Nous accueillons Régis Séné et Erwan Brouder de la société de conseil BSSI qui viennent de nous parler d'une de leurs solutions, MyCyberEyes. Okay. Bonjour à tous. Donc bonjour à la salle et aux personnes qui nous suivent sur le live vidéo. Donc en complément en fait de ce qu'on a présenté tout à l'heure, à savoir un label, les notions de cyber rating, on va vous présenter aujourd'hui un label en cybersécurité et qui va reprendre en fait un certain nombre de critères qu'on va lister, et puis on fera aussi une démonstration de la plateforme. Donc pour un petit rappel, évidemment, tout le monde est sensibilisé ici, mais les récentes cyberattaques ont sensibilisé aussi globalement la population et les entreprises, les directions des entreprises, à l'importance en fait d'évaluer et de maîtriser les risques cyber. De par l'ampleur de la propagation, de par la diversité des victimes touchées, mais également du fait des dommages causés. On voit que les impacts ne sont pas uniquement financiers. On a l'image de marque, on a la mise en danger des employés ou de leurs clients, on a aussi le risque pénal par rapport à un certain nombre de choses qui peuvent être réalisées de façon non exhaustive. Finalement, la maîtrise du risque cyber dans sa globalité, c'est devenu un vrai critère de performance et de gouvernance pour les organisations. Donc le cyber rating, tel qu'on l'a présenté tout à l'heure, est un outil qui permet de répondre à cette problématique. Donc, à travers MyCyberEyes, on s'est donné une mission, donc réduire l'exposition au risque cyber des organisations, à savoir la continuité des activités, le respect d'engagements contractuels, le risque lié à l'image et à la réputation, et le respect de la conformité. Un outil de cyber rating doit permettre à la fois de connaître son niveau, mais également de se comparer aux autres et de suivre son niveau de sécurité dans le temps. Effectivement, c'est un élément qu'on a abordé un petit peu plus tôt dans la journée, la notion vraiment de continu. Avoir une note à un instant T, c'est intéressant, mais cette note, elle va vite être obsolète parce qu'il y a des nouvelles attaques, parce qu'il y a des nouveaux acteurs, parce qu'il y a des nouveaux axes potentiellement de compromission pour une société, pour une compagnie. Donc voilà, cette notion de continu est vraiment importante et c'est ça qu'on essaye aussi de mettre en avant avec MyCyberEyes. Le label MCE, comme nous on l'appelle, voilà, ce cyber rating que l'on a un petit peu teasé cet après-midi, c'est quoi? C'est une note, tout simplement. C'est une note qui va permettre de juger le niveau de maturité en termes de cybersécurité. Alors la maturité, on va voir qu'il y a plusieurs aspects, plusieurs contrôles différents qui peuvent être intégrés. On a ce que l'on appelle le diagnostic cyber qui peut être intégré, ça peut être du technique, du fonctionnel, on peut intégrer des tests d'intrusion, on peut intégrer des tests en continu pour élargir un petit peu le niveau de couverture, le niveau de connaissance, la surface d'attaque d'un attaquant. Comme le disait Erwan, ce qui est intéressant, c'est de comparer ce qui est comparable. Quelqu'un qui est une société qui est dans l'agriculture va peut-être avoir moins de besoins en termes de sécurité qu'une société qui est dans l'armement. Voilà, c'est pour ça que la comparaison, il est important de comparer ce qui est comparable. On a un petit schéma sur, à l'heure actuelle, au niveau de MyCyberEyes, les différents secteurs que l'on a. Donc, on a le secteur du luxe, on a les banques, on a les transports, on a le retail, on a les autres, ceux qu'on n'arrive pas vraiment à classifier. L'objectif, c'est pas vraiment d'avoir un secteur absolument parfait pour tout le monde. Le but, c'est de faire des grandes familles. Pourquoi? Parce que à un moment donné, ça ne sert à rien d'être le meilleur dans un secteur dans lequel on est tout seul. Il faut aussi arriver à essayer de se comparer, à essayer d'élever son niveau de sécurité. C'est vraiment ça, finalement, l'essence de MyCyberEyes. Avoir un niveau de sécurité à 5, c'est factuel.
essayer de le monter à 6, à 7, à 8. C'est ça que l'on essaye, c'est vers ça qu'on essaie de tendre. Par rapport à notre notation, en fait, on a constaté là une note moyenne de 6,3, donc tous secteurs confondus, et on peut considérer, par rapport aux différents critères qu'on a à l'intérieur, qu'en dessous de 7, les organisations prennent des risques qu'on juge non acceptables. Alors, ce qui est important dans le label tel qu'on l'a défini, c'est qu'on a intégré à l'intérieur une notion de confiance. Donc, cette notion de confiance, en fait, finalement, c'est un périmètre, ça reprend un périmètre d'analyse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une note, vous allez avoir une note et un pourcentage qui correspond au niveau de confiance. Donc, ce niveau de confiance, il est établi aujourd'hui sur 3 contrôles. La surveillance en continu des ressources exposées, qui correspond à un niveau de confiance aujourd'hui de 40%, en fonction évidemment du pourcentage de ressources exposées contrôlées par l'outil. L'intégration en fait des ressources critiques à des campagnes d'audit annuelles, de pentest annuelles, donc 30% de la note, et le diagnostic cyber qui est un audit technico-fonctionnel de l'infrastructure du système d'information de l'entreprise contrôlée, ainsi que du niveau de maturité de cette organisation d'un point de vue cyber. Et donc, vous le voyez ici, la note en fait est entourée par ce niveau de confiance en fonction des éléments en fait qu'on aura intégrés dans le label. Effectivement, le niveau de confiance est vraiment important pour pas qu'il y ait ce faux sentiment de sécurité. Une personne qui va juste mettre en analyse continue son site institutionnel, par exemple, c'est une première étape, c'est une première bonne chose, mais si c'est une note de 9, même 10 sur 10, sur un élément qui finalement où il y a aucun impact en termes de confidentialité, d'intégrité ou de disponibilité de la donnée, ça peut rapidement donner un faux sentiment de sécurité. À partir du moment où on va accroître le périmètre, on va accroître la surface d'attaque, là, plus la surface sera importante, plus la confiance le sera aussi. Comme ça, on aura une vraie vision finalement du niveau de sécurité réel. Donc, le tableau de bord, tel qu'on a essayé de le faire, alors on fera une démonstration par la suite, un petit peu une rapide présentation de ce tableau de bord. Ce que l'on essaye, c'est finalement de centraliser cette information, cette cybernotation, ce cyber rating, en fonction des différents points que l'on a abordés précédemment. Donc, on a les audits en continu, les audits intrusifs, les diagnostics cyber, tout ça, ça va rentrer à l'intérieur même de ce label MCE, étant donné que c'est des éléments qui vont être contrôlés, sur lesquels on aura la possibilité également de déclencher, par exemple, des contre-audits un petit peu à la volée. C'est-à-dire que on n'est pas obligé, à l'inverse d'un test d'intrusion classique, d'attendre 1 an ou d'attendre X temps que la recommandation soit appliquée pour la vérifier. Non, là, on peut le faire finalement au fur et à mesure. Il y a une interface d'administration qui était exposée, elle ne l'est plus. La note et la vulnérabilité est considérée comme corrigée. À partir du moment où elle est considérée comme corrigée, elle va disparaître finalement de votre interface et ça va faire remonter automatiquement la notation. C'est ça qui est intéressant. Et après, il est aussi possible d'ajouter finalement des éléments autres que les tests en continu, que les audits de sécurité, que les diagnostics cyber, sur lesquels on n'aura pas forcément de contrôle des tests d'intrusion qui sont faits par une autre société, typiquement, sur lequel vous aurez vous-même la possibilité finalement de fermer une vulnérabilité. Alors pourquoi il y a cette petite différence, c'est que dans le cadre des tests d'intrusion réalisés par BSSI, dans le cadre des audits MCE ou dans le cadre du diagnostic cyber, à partir
partir du moment où vous considérez qu'une vulnérabilité est patchée, il y a toujours une vérification, une revérification qui est faite derrière, finalement, pour s'assurer que la sécurité a bien été mise en place et n'a pas été voilà, entre guillemets bâclée pour aller vite, qu'on n'a pas juste déporté le problème. Donc après, si c'est sur des audits sur lesquels on n'a pas la main mise, là on laisse bien évidemment la possibilité au client d'être en mesure de fermer ces vulnérabilités et d'augmenter son niveau de sécurité. MCE Insight, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est le tableau de bord. C'est le tableau de bord que l'on est en train de voir. C'est le tableau de bord que l'on va présenter par la suite. C'est un tableau de bord qui va vous permettre de centraliser l'ensemble de vos résultats d'audit, l'ensemble de vos vulnérabilités. Vous êtes RSSI, vous êtes DSI, vous avez peut-être déjà eu cette problématique finalement de 1, 2, 10, 50 rapports de tests d'intrusion à effectuer et d'avoir 50 rapports de 50 pages. On va dire que le suivi en termes de remédiation commence à être très difficile, qui plus est quand on met un petit peu tous nos œufs dans le même panier, à savoir une personne. On sait voilà que le marché de la cybersécurité il est un petit peu tendu en ce moment pour les consultants. Et si toute notre sécurité, toutes nos remédiations, tous nos plans d'action sont suivis par une seule personne, qu'est-ce qui se passe quand cette personne s'en va? Et bien souvent, il y a une perte totale de la connaissance. Et on a beaucoup de clients qui nous ont dit que c'était clairement leur problème majeur. L'objectif, c'est d'avoir aussi un tableau de bord qui va permettre d'avoir une vision un peu centrale. Qu'est-ce que j'entends par centrale? C'est que il y a des cabinets d'audit qui vont avoir des échelles en 10 étapes, une note de 1 à 10 sur la criticité, par exemple, d'une vulnérabilité. Il y en a qui vont avoir une note de 1 à 4, etc., etc. Comment est-ce que l'on qualifie finalement une vulnérabilité qui est très faible d'un côté et très très faible de l'autre? Voilà, ça va permettre finalement d'avoir une sorte de cohérence sur la totalité de nos tests. La note entre 0 et 10, ça on en a parlé, ça on va le voir en plus dans les présentations un petit peu plus tard, mais surtout on a la possibilité de suivre ces vulnérabilités. On a la possibilité de voir notre indice MCE évoluer dans le temps. Et donc, on a été habitué comme ça. On a été habitué comme ça d'avoir un système de notation qui fait que on sait que 6 sur 10, c'est meilleur que 5 sur 10. Donc, on va chercher aussi cette progression par le biais de l'augmentation de cette note et donc par le biais de la mise en place des remédiations qui sont directement au sein de la plateforme. Ça fait vraiment une centralisation des données uniques en fin de compte. Et après ça, on en parlera par la suite, mais on verra qu'on peut avoir plusieurs types de comptes, des comptes qui auront des accès à des informations ou pas, la possibilité de partager finalement ces vulnérabilités, ces plans d'action, ces plans de remédiation avec des tiers, ce qui va permettre finalement de travailler avec des partenaires, avec des tiers, avec des sociétés externes pour augmenter encore une fois rapidement le niveau de sécurité de vos assets qui sont exposés sur Internet ou pas. En complément, en fait, la vue centralisée, enfin ce dashboard centralisé, ça va permettre en fait dans le temps évidemment de suivre vos vulnérabilités, mais également à un moment donné en fait de pouvoir extraire ces vulnérabilités, travailler sur votre plan d'action, par exemple dans le cadre d'un exercice budgétaire, pour voir sur quelle vulnérabilité travailler cette année, afin d'avoir l'impact le meilleur en termes de niveau de risque en fait pour l'organisation, tout en n'oubliant pas justement que vous pourrez croiser les vulnérabilités qui sont peut-être présentes sur plusieurs applications dans plusieurs audits. En fait. Donc c'est un des intérêts également d'avoir ce dashboard centralisé. C'est plutôt là. On a parlé de MCE Insight. MCE Insight, donc cette centralisation des données. Mais qu'est-ce que c'est MCE Expose? MCE Expose, c'est justement ces contrôles en continu. Alors effectivement, on peut être amené à se poser la question,
je vous parle de tests d'intrusion, je vous parle de contrôle en continu. Quelle est finalement réellement la différence? Alors, il faut garder en tête que des tests automatiques ne pourront jamais aller autant en profondeur que des tests d'intrusion. Voilà, ça serait illusoire de penser le contraire. Néanmoins, l'avantage des tests en continu, comme son nom l'indique, c'est qu'ils sont en continu. On n'est pas obligé d'attendre un an avant de réaliser un test d'intrusion pour se rendre compte qu'une nouvelle vulnérabilité est présente, une nouvelle vulnérabilité ou un défaut de configuration. Un administrateur qui a ouvert le port d'administration et qui a oublié de le refermer, ça peut avoir un impact assez considérable, surtout si on attend un an avant de découvrir cette information. Donc l'objectif, c'est d'avoir un panel finalement beaucoup plus complet, On va aller vérifier également certains clients qui nous demandent ça, qui sont vraiment plutôt intéressés par ça, l'obsolescence des certificats, l'obsolescence des noms de domaine. Alors effectivement, on a certains hébergeurs, OVH notamment, qui va le faire, qui va vous dire attention, votre domaine va expirer dans 3 mois, en fonction de la personne qui a acheté le nom de domaine, si la personne elle est partie, etc. C'est une information qui est perdue. Qu'est-ce qui se passe si demain nous on perd le domaine bssi.fr et que l'un de nos concurrents ou qui que ce soit le rachète? En termes d'image, ça peut rapidement avoir un impact. On va également partir sur la partie écosystème technique, donc la partie plutôt infrastructure. Infrastructure, toutes les vulnérabilités inhérentes aux infrastructures, mais également, on va essayer d'aller plus loin en couplant cet écosystème technique et la fuite de données. Comment est-ce qu'on couple les deux? Tout simplement avec potentiellement des fuites d'informations sur Internet, des projets qui ont fuité sur GitHub, avec des informations potentiellement intéressantes, des données qui ont fuité sur Passbean, etc., etc. Donc, on va vraiment essayer d'agréger tout un écosystème beaucoup plus large qu'un test d'intrusion pour essayer d'anticiper finalement une attaque. On en a parlé un petit peu ce matin, enfin ce midi plus précisément. Arriver à détecter du typo-squatting sur un nom de domaine, BSSI, on rajoute un S, B3SI, qu'est-ce qui va se passer? Potentiellement, on est en mesure d'endiguer une attaque avant que cette dernière arrive. Alors après, voilà, il faut finalement qu'il y ait cette vérification qui soit faite. Mais ça, justement, c'est une vérification que nous, on fait au sein de MyCyberEyes, étant donné que à l'heure actuelle, c'est une solution 100% SaaS, absolument rien à installer de votre côté. Et surtout, le gros avantage par rapport, normalement, il ne faut pas les citer, donc je vais pas le faire, mais par rapport à des scanners de vulnérabilité commerciaux à l'heure actuelle, nous, on s'engage à ce qu'il n'y ait aucun faux positif. Comment est-ce qu'on s'engage à ce qu'il n'y ait aucun faux positif? C'est que l'ensemble des vulnérabilités qui sont remontées, finalement, vont être validées par nos analystes. Exactement de la même manière, à partir du moment où vous allez corriger la vulnérabilité, nous, on va venir refaire une vérification pour dire « Ok, cette vulnérabilité, elle a bien été corrigée ». Et ça permet vraiment de vous permettre de vous concentrer uniquement sur cette partie remédiation. Si votre travail, c'est de lire les 300 pages de Qualys, j'aurais pas dû dire le nom, mais je le dis quand même, quelle est votre valeur, quelle est la valeur que vous avez à lire ces 320 pages? Pas beaucoup. Alors que là, c'est vraiment un service finalement un petit peu clé en main qui va vous permettre vraiment de vous focaliser uniquement sur la vulnérabilité avérée. Partage de vulnérabilité avec des tiers, j'en ai parlé. Support de nos analystes, effectivement, on le verra sur la présentation, la possibilité d'interagir avec les analystes MyCyberEyes en cas d'incompréhension finalement d'une vulnérabilité, avec un système de chat et également avec un système de notification en temps réel. En temps réel, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une vulnérabilité va être rajoutée au sein de l'interface, vous allez avoir une notification en fonction de ce que vous avez paramétré. Alors, à l'heure actuelle, on a des notifications par Slack, par mail, par Teams, par syslog, par rsyslog. Voilà. L'objectif, c'est d'ajouter quotidiennement des nouveaux moyens de communication pour essayer d'aller vraiment dans le sens des entreprises et de leurs moyens de communiquer en interne.
Voilà, au niveau de Expose, alors j'en ai déjà un petit peu parlé rapidement précédemment, mais l'objectif est, encore une fois, il n'est pas d'aller aussi en profondeur qu'un test d'intrusion, et c'est pour ça qu'il y a ce système de confiance qui a été rajouté, qui a été intégré, mais c'est vraiment de couvrir le plus large possible. Donc, des interfaces exposées sur Internet, des interfaces éventuellement d'administration. Moi, j'ai pour habitude de dire que les interfaces d'administration, c'est fait pour les administrateurs et pour personne d'autre. On le voit, on entendait parler aujourd'hui des VPN qui ont souffert de vulnérabilité, qui plus est avec l'avènement un petit peu du télétravail. Ces interfaces doivent vraiment être protégées au maximum. L'identification des périmètres, effectivement, nous on a aussi des clients pour lesquels on rajoute des campagnes d'OSINT, de recherche source ouverte, qui va permettre aussi d'identifier des serveurs qui leur appartiennent dont ils ne sont pas au courant. Alors ça, effectivement, quand il y a un changement de RSSI, un changement de DSI, une documentation qui est malheureusement pas complètement à jour, il est possible de perdre ce type d'informations. Le typo squatting, les attaques endiguées avant qu'elles arrivent, les attaques de phishing, on en a déjà parlé, l'obsolescence des certificats et des noms de domaine, pareil, mais c'est finalement des tests simples à faire, mais qui, au cours d'un test d'intrusion, malheureusement, ne seront pas probants. Pourquoi ils ne seront pas probants? Parce que peut-être que ça sera fait 3 mois trop tôt, entre guillemets, il n'y aura pas d'alerte 2 jours avant l'obsolescence du certificat. Là, effectivement, on peut commencer à se poser la question sur est-ce qu'il va être renouvelé ou pas. Les fuites de données, pareil, on en a parlé, le développement GitHub, des données sensibles. On a également parlé ce matin de projets que l'on avait, nous, en interne. l'ICOR, qui est une base de données qui agrège pas loin de 3 milliards de mots de passe qui ont fuité sur Internet, dans lequel 97% de ces derniers sont en clair. Donc finalement, voilà, c'est un écosystème qui va vraiment être le plus complet possible, avec la possibilité, au fur et à mesure, d'intégrer des nouvelles vulnérabilités. Voilà, ça c'est vraiment notre objectif. On a un certain nombre de vulnérabilités. L'objectif est de continuer à augmenter ce nombre de vulnérabilités, et c'est pour ça que on travaille main dans la main avec la partie R&D finalement de BSSI et la partie sécurité offensive, qui va permettre d'avoir potentiellement des nouveaux vecteurs d'attaque. Okay. On va peut-être passer rapidement à une démonstration finalement un petit peu du portail, pour que vous ayez une idée de ce qu'il est possible de voir. Donc pour ceux qui sont à distance, il est normalement possible de changer d'écran. Et pour ceux qui sont ici, je peux pas aller dessus. Ok, non. Pour ceux qui sont ici, c'est une bonne question. Pour... C'est censé être mon rôle, mais je vous avoue que je ne suis pas plus à l'aise. Alors, pour afficher cet écran sur le slide, peut-être pas l'écran. Alors, juste un tout petit instant pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour présenter ça, ou peut-être en cliquant. Non, ouais, c'est peut-être celle-là. C'est celle-là que vous voulez montrer? Non, ça serait plutôt, j'imagine, la partie. Ouais. Celle-ci? Ouais, peut-être. Pour afficher ceci, ici. Ici? Ok. Ouais. Tu vois la souris? On va faire la solution simple. Alors, tu es encore là, donc il faut le ici. Et... ça va comme ça? Parfait. Voilà. Parfait, super. Merci beaucoup. Donc effectivement, on peut voir à partir du moment où on s'authentifie sur
sur la plateforme, ça, je suis toujours authentifié, ça marche. On a la possibilité d'avoir accès à ce fameux tableau de bord. Ce fameux tableau de bord qui va nous donner déjà plusieurs informations. Notre fameux indice MCE que l'on voit ici, qui va nous donner notre note sur l'ensemble de nos périmètres. Comme on disait également, c'est intéressant d'être en mesure de se comparer. Donc, on a aussi la possibilité de voir la note moyenne des personnes qui sont des sociétés qui sont sur la même activité que la nôtre. Et à partir de là, voilà, c'est un tableau de bord finalement assez complet, on l'espère en tout cas assez compréhensif, avec l'ensemble des vulnérabilités qui ont été découvertes, qui ont été fermées également. Donc, on peut voir en fonction des différentes années les vulnérabilités qui ont été identifiées, les vulnérabilités qui sont triées par criticité, juste ici, et finalement une information assez intéressante. Donc, on a 8 vulnérabilités qui ont été identifiées. On en a une qui a été fermée, donc c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, elle a été patchée et elle a été vérifiée comme quoi elle avait bien été patchée. Une vulnérabilité qui a été partagée, ça on va le voir par la suite. Ce qui est intéressant, ça, c'est qu'on a une vue, finalement, on a une vue administrateur à ce niveau-là. Voilà, l'administrateur a la vision sur l'ensemble de ces périmètres. On a la possibilité d'avoir plusieurs périmètres en fonction de peut-être des tests en continu, des tests d'intrusion, des audits de sécurité, des diagnostics cyber. On peut lister plusieurs périmètres. Nous, on a un gros client qui fait aussi les périmètres en fonction de ces zones géographiques. Donc, on a le périmètre Allemagne, le périmètre Belgique, le périmètre Suisse, etc., etc. Et ça permet finalement à l'administrateur de renvoyer un petit peu la balle à l'ensemble de ces RSSI locaux pour qu'ils mettent les plans d'action en place. Donc, on peut aller après sur le détail finalement de chaque périmètre. Ça va ressembler exactement à la même chose. Sauf que dans ce cas-là, on aura uniquement les vulnérabilités du périmètre. Tout à l'heure, on était à 8 vulnérabilités découvertes, une vulnérabilité fermée. Là, on est à 2 vulnérabilités découvertes et 0 fermées. Donc, si tout se passe bien, on a 6 vulnérabilités découvertes sur l'autre périmètre. Vous avez la possibilité d'ajouter des périmètres, d'ajouter des scopes dans des périmètres, de faire finalement un petit peu votre torbouille interne pour savoir qui va être à quel endroit. Ça, c'est aussi intéressant. Pas la nécessité de passer par MyCyberEyes ou par nous, en tout cas, pour débloquer une certaine situation. C'est vraiment vous qui contrôlez comment se fait l'affichage. On a dans ce cas-là, les différents scopes. Alors, dans ce cas-là, c'est vraiment les URL, les adresses IP, les assets exposés sur Internet sur lesquels il va y avoir une cybersurveillance en continu, tel que on l'a vu tout à l'heure. Voilà, là, on voit qu'on a plusieurs scopes avec chacun son niveau, son MCE rating qui lui est propre. Et finalement, on l'a vraiment décomposé un petit peu comme des poupées russes. On a le périmètre, on a la vision globale, après on a le périmètre, après on a les scopes, et après dans les scopes, on a les vulnérabilités. Et finalement, c'est aussi en fonction du niveau de la personne. Un DSI ne va pas regarder la même chose finalement qu'un technicien, qu'un analyste, ce genre de choses. Donc finalement, il y a plusieurs niveaux de lecture au sein de la plateforme. Si on va voir les vulnérabilités, comment elles se présentent, on a la liste des vulnérabilités avec le périmètre, avec le scope, avec leur criticité, une note CVSS pour ce côté scoring international que certains utilisent, que d'autres non. Sur ça, après, c'est un petit peu en fonction entre guillemets des goûts et des couleurs. C'est une vision un petit peu globale. Et après, sur chaque finalement vulnérabilité, on a la possibilité d'avoir l'ensemble des informations, dont notamment le plan de remédiation. Parce que j'ai pour habitude de dire que identifier une vulnérabilité sur des tests d'intrusion, sur des audits en continu, c'est entre guillemets facile. Appliquer au client un plan de remédiation adapté à sa manière de faire et à son contexte,
là, effectivement, il y a vraiment ce travail de conseil qui est important. Donc, si on va sur une vulnérabilité, n'importe laquelle, on a la possibilité de voir voilà, l'ensemble des informations, le statut de la vulnérabilité, est-ce qu'elle a été prise en compte, est-ce qu'elle n'a pas été prise en compte, sa criticité, sa difficulté d'exploitation, son niveau de patch, sa difficulté de patch, le système impacté, le périmètre, la catégorie, si c'est au sein des tests en continu. On a la possibilité, on le voit ici, d'affecter une vulnérabilité à quelqu'un. Donc, dans le système de notification, quand la personne va se connecter, elle va avoir une petite alerte qui va dire « Ah, attention, il y a une vulnérabilité qui est pour toi ». Et en descendant, on a la possibilité de voir finalement les descriptions de la vulnérabilité. Pour expliquer, c'est toujours intéressant de remettre un petit peu dans le contexte pour savoir pourquoi cette vulnérabilité est présente. Les risques associés, parce qu'effectivement, on aime bien parler de risques. Une vulnérabilité de côté technique n'est pas toujours compréhensible en termes de risques, donc c'est important d'amener cet aspect et les recommandations. Les recommandations on essaye d'être le plus précis finalement possible sur les recommandations parce que dire sécuriser votre application, forcément c'est pas une recommandation. C'est aussi ce qu'on reproche à l'heure actuelle aux scanners de vulnérabilité sur le marché, c'est qu'en termes de recommandations, souvent ils sont un petit peu en dessous. Et comme je vous disais, il y a cette possibilité de commenter les vulnérabilités. Vous n'avez pas compris la vulnérabilité. Vous êtes en mesure de discuter en interne sur la vulnérabilité, voir est-ce qu'il y a des possibilités. Voilà, moi j'ai appliqué ce patch et toi qu'est-ce que tu as fait, etc. Ou de venir converser avec les équipes de MyCyberEyes. On le voit ici, non? Ou venir de converser avec les équipes de MyCyberEyes pour dire voilà, j'ai pas compris cette vulnérabilité ou elle a été, je pense que vous êtes trompé. Voilà, donc on peut laisser un commentaire. Tac, je suis hyper inspiré en plus. Donc voilà, on a un commentaire qui a été ajouté et là vous avez vraiment la possibilité finalement d'interagir. C'était important pour nous, tout ce système de notification, tout ce système de commentaires, tout ce système de suivi était important. Pourquoi? Parce qu'une vulnérabilité, ce que je disais sur les rapports d'audit, faut pas que ça soit figé. Une vulnérabilité, ça doit vivre. Les recommandations doivent vivre également. Et c'est pour ça que vous avez la mainmise sur la possibilité de mettre à jour une vulnérabilité. Vous avez travaillé sur la vulnérabilité. OK, on a un statut qui est nouveau. Il y a la possibilité de le mettre à jour, pas de souci. On a juste finalement, entre guillemets, à prendre en connaissance cette vulnérabilité et à mettre à jour cette dernière. Vous estimez que la vulnérabilité, elle a été prise en compte, vous l'avez travaillée, mais c'est pas encore terminé, on peut la passer en in progress ou en patch. Hop là, on ne voit pas le patch. Si, voilà, on voit le patch et à partir de ce moment-là, le statut va se mettre à jour. Pas automatiquement, mais va se mettre à jour. On a le nouveau statut qui a patch ici, et à partir de là, automatiquement, il y aura une notification du côté des administrateurs qui va permettre de relancer les tests et revérifier cette vulnérabilité. Encore une fois, comme je le disais précédemment, pas de faux positifs, c'est vraiment important. À partir du moment où côté administrateur, cette vulnérabilité elle est considérée comme définitivement fermée, on la passe en fermé et elle reste dans la plateforme, comme on le voit ici. Elle reste dans la plateforme parce que on apprend de nos erreurs. On peut continuer à voir un petit peu les commentaires qui ont été donnés, etc. Mais elle n'est plus prise en compte dans le MCE rating et de ce fait, la note va augmenter. Donc, on a la possibilité, en fonction des scopes qui sont ajoutés, en fonction des audits de sécurité qui sont faits, en fonction des diagnostics cyber qui sont intégrés, de voir la note qui va évoluer en fonction des plans de remédiation qui sont mis en place. Et on va dire peut-être dernier, j'ai pas vu l'heure, non? Si, ça va. Ça va. C'est encore 6-7 minutes.
Super. Au niveau... ouais, c'était celle-ci. On voit qu'elle a été passée en patch. Elle est un petit peu plus basse. On va revenir sur cette vulnérabilité. Et il y a ce système de notification dont je vous ai parlé. Il y a ce système qui vous permet vous-même de mettre à jour vos vulnérabilités, ce système de commentaires. Mais il y a également, des fois, on travaille avec un partenaire, on travaille avec un tierce. On n'a pas envie de lui donner accès à toutes les informations, mais on peut lui donner accès à une URL de partage d'une vulnérabilité. Donc, on va l'enlever, comme ça, vous allez voir tout le procédé. Donc, on peut partager une vulnérabilité. Ça nous dit, OK, très bien. Voilà, partager une vulnérabilité, ça va permettre à quelqu'un qui n'est pas authentifié sur la plateforme d'accéder à l'ensemble des données en lecture seule. On a la possibilité de rajouter des options, d'envoyer ça par mail, de mettre une date d'expiration au partage. Nous, on va faire très simple, on va partager uniquement la vulnérabilité. On voit qu'on a cette URL qui est à présent disponible. On va la copier. Et voilà, on arrive sur exactement la même chose. Vous pouvez le voir, la différence, c'est qu'il n'y a plus le menu, il n'y a plus le système de commentaires, il n'y a plus la possibilité d'assigner une vulnérabilité à quelqu'un, il n'y a plus la possibilité de la mettre à jour. Voilà, on travaille avec un partenaire, avec notre hébergeur, par exemple, et on dit, voilà, la société BSSI a identifié une vulnérabilité, voici les informations, on la partage. La société fait son investigation, corrige la vulnérabilité. Et vous venez, OK, la vulnérabilité a été corrigée, a été patchée. On met à jour la vulnérabilité, on passe le statut en patch et on supprime le partage. Et comme ça, le tiers n'a plus accès finalement à cette information. Peut-être un dernier élément, puisque j'ai encore un tout petit peu de temps. C'est cette notion de périmètre, comme je vous disais précédemment. On a les périmètres, on peut ajouter des périmètres à l'infini en fonction de ce que vous voulez. Alors, je suis encore une fois très inspiré, donc je me suis rajouté un nouveau périmètre et finalement, des éléments qui sont dans le périmètre Eva Group, j'ai envie de les rajouter dans mon nouvel élément. Pourquoi ? Parce que c'est plus cohérent à l'heure actuelle, peut-être, et parce que je veux donner des accès à certaines personnes. Donc, je vais dans mes scopes et je vais prendre blog.evagroup.fr, par exemple. Et là, je vais juste le changer de périmètre. Je change de périmètre, je modifie mon scope et on voit qu'il est maintenant dans le périmètre, dans le nouveau périmètre. Et ça, c'est intéressant parce que ce périmètre, justement, on va affecter des utilisateurs au périmètre. On peut créer pareil des utilisateurs, autant d'utilisateurs qu'on souhaite, et on va dire, OK, tel utilisateur, s'il n'est pas administrateur, va avoir accès à ce périmètre et ce périmètre. Donc là, on le voit ici, par exemple, on a deux utilisateurs. Celui d'en haut, le admin, avec lequel je suis actuellement connecté, donc vision globale, et l'utilisateur qui va être, par exemple, un RSSI local en Allemagne, par exemple. On peut aller dans les détails et dire, OK, on peut ajouter des périmètres. Si ce RSSI Allemagne se connecte, à l'heure actuelle, il n'aura que accès au périmètre BSSI. On veut lui ajouter un périmètre, pas de problème, on peut lui ajouter le nouveau périmètre en question. Hop là, et là, quand il va se connecter, il aura accès au périmètre BSSI, au périmètre New, mais il n'aura pas accès au périmètre Eva Group. Et ce qui permet finalement d'avoir vraiment cette compartimentation des comptes qui permet vraiment de faire du suivi uniquement sur le périmètre, sur les scopes sur lesquels on a une vraie valeur ajoutée. Voilà un petit peu. Je pense qu'on a fait un bon tour. On a fait un bon tour de la plateforme. Voilà, encore une fois, sur laquelle il est possible, ce que présentait Erwan, d'intégrer des tests d'intrusion, des tests temporels, des tests en continu, mais également des diagnostics cyber, des audits de sécurité, à partir du moment où on est en mesure de rationaliser l'échelle des tests, la criticité des vulnérabilités. À partir de là, on peut vraiment centraliser l'ensemble de nos informations
exporter les données. Je ne vous l'ai pas montré, mais je vous demanderai de me croire sur parole. Mais on peut exporter les données au format CSV, au format PDF, pour avoir finalement une vision globale qui nous permet aussi de transmettre ces informations pendant un COMOP, pendant un CODIR, et en espérant que le tableau de bord à l'heure actuelle soit autoporteur. Voilà un petit peu pour cette présentation. J'espère que ceux qui sont à distance ont bien vu cette partie. Eh ben oui, merci messieurs en tout cas d'avoir partagé votre expertise avec nous. Merci d'avoir fait une petite démo de votre outil qui m'a l'air d'être d'une grande pertinence.